Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 3e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Jack St. Anthony. OK. On va jouer cette game-là, c'est bon. Hey, ce qui se passe en coulisses, ça passe en coulisses, qu'est-ce que tu veux. Hey, aujourd'hui, à ce 3e épisode de la 2e saison de DLG, on jase premièrement du carré d'as dans la Ligue nationale de hockey. Le tout a été finalisé avec la victoire du Canadien. Match numéro 7 face à Buffalo. On parle évidemment des deux séries, l'Avalanche contre Vegas. Premier match qui était disputé hier, le mercredi soir. Et le match Canadien-Hurricanes qui a lieu pour nous ce soir et pour vous, vous avez déjà le résultat en espérant qu'on va pas dire trop de choses qui seront pas nécessairement à l'image du match de ce soir. On verra ce qui va se passer, bien sûr. On en parle d'entrée de jeu dans ce 3e épisode. Le long de la ligne va suivre ce segment où on parle tennis, bien sûr. Roland Garros qui est déjà entamé avec les qualifications pour certains joueurs et joueuses. La grande question qui se pose, est-ce que c'est une marche dans le parc pour Yannick Sinner, puisque Carlos Alcaraz, évidemment, ne sera pas du côté de Roland Garros. Finalement, le segment tour de piste avec Manon qui va se joindre à nous, bien sûr. C'est le Grand Prix du Canada qui est des nôtres cette fin de semaine. Qui l'emportera? Est-ce qu'il y aura des surprises? Et est-ce que Kimi Antonelli finira par en remporter un 3e consécutif? C'est pas Non, c'est 3. Okay. George Russell, si je ne me trompe pas, a été interrompu toute cette séquence-là. Bon, mais là, c'est-tu le Seigneur? On va laisser Manon nous le dire, je pense. Je croyais avoir vu ça. On va laisser Manon nous le dire, mais il me semble que c'est 3. Bref. Et finalement, segment sporadique et bien sûr nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 3e épisode de la 2e saison de DLG. On débute tout ça, Philippe, du côté hockey. Carré d'as de la LNH qui a été annoncé. Et on va parler de la série dans l'Ouest pour débuter parce que, bon, la série est déjà commencée, soit dit en passant. L'Avalanche qui perd cette série-là 1-0. Et si vous vous souvenez de ce qu'on avait jasé, là, pour quelques semaines d'ailleurs, on a mentionné notamment la semaine passée que l'Avalanche allait se donner une Coupe Stanley un peu dans l'idée où ça allait être un peu facile pour la formation du Colorado. On a vu que c'était pas le cas avec l'absence de Cale Makar lors du premier match d'hier face à Vegas. Mitch Marner, qui n'a jamais été le problème de Toronto, soit dit en passant, ont été les grandes lignes de tout ça. Joueurs de profondeur qui ont fait une différence. Et le premier trio de l'Avalanche qui n'était pas le même sans Cale Makar. Ça l'a paru énormément hier. Qu'un seul point a été attribué à ce trio-là sur le but de Gabe Landeskog. Pardon? Duo. Mm-hmm. Qu'est-ce que pas sur un trio? Oui, pardon. Ok, si tu veux dire ça comme ça, mais je voulais dire genre en entièreté parce que tu vas pas Cale Makar sans McKinnon, sans Landeskog et sans HS de ces jours. Mais tout ça pour dire qu'un seul but a été contribué avec quintet. Même t'appelles ça? Oui, ce serait un quintet. OK. Tu peux aussi dire une vague d'avantage numérique. Il y a ça aussi, mais je parlais pas de l'avantage numérique non plus. Je parlais juste de 55. Okay, c'est bon. Puis on a su aussi que Carter Hart était clairement prêt pour ce match-là et cette série-là. Bref, la question se pose. Une chance pour Vegas, Phil? Point d'interrogation? Oui. Clairement. Oui. Honnêtement, comme le premier match, bon, je pense que cette série-là sera pas aussi... ce sera pas aussi évident que ce que les gens ont pu imaginer. Moi, je sais pas. J'ai toujours cru quand même que Vegas allait être un adversaire assez coriace dans cette série-là. J'ai pas de doute du tout quant aux capacités de cette formation-là parce que c'est une équipe qui est pleine de vétérans, qui est quand même bourrée de talent aussi. Mm-hmm. Pas tout à fait à l'échelle du Colorado. Ça c'est certain que je vais donner quand même là, un petit avantage à Colorado au niveau du talent pur. Mais ça reste que Vegas n'est pas du tout une équipe là, devant qui on peut simplement... écoute, faire réaliser ça a été des séries très sens unique là, pour Colorado présentement. Mm-hmm. Je pense pas qu'on voit ça contre une équipe comme Vegas. Puis tu sais, les vétérans, ce que ça va amener, cette présence-là des vétérans dans un vestiaire, c'est juste... C'est tellement utile lorsque tu as besoin de quelqu'un pour te ramener à l'ordre, de calmer un peu les troupes. Puis Vegas a ça. On a vu hier quand même qu'ils étaient un petit peu débordés lors de la première période. Clairement, Colorado avait l'avantage. Mais c'est une équipe qui va quand même être résiliente. Tu arrives dans un match numéro 1
au Colorado, puis évidemment, tu es dans un environnement hostile. La foule est en délire. On a vu son équipe terroriser leurs adversaires pendant 2 séries consécutives. Puis c'est certain que ce départ-là de série va être difficile. Donc, comme c'était un peu attendu là, que Vegas en ait plein les bras lors de la première période ou les premiers instants du match. Puis c'était le cas, mais écoute, il y a eu quelques arrêts importants de Carter Hart qui visiblement est en train de montrer qu'il est un gardien quand même compétent pour Vegas, puis un gardien qui peut donner une chance à son équipe de gagner. C'est pas un gars qui va voler un match, mais il peut te voler une période. Il peut te voler une période. C'est ça qu'il a fait. Il l'a fait lors du premier match, puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Les vétérans se sont levés, puis cette équipe-là s'est stabilisée. Puis après ça, on a vu que vraiment Vegas a trouvé ses repères dans ce match-là. Puis ça a complètement changé la donne. Donc, ce qu'on demande à Carter Hart, c'est OK, des fois, on va avoir besoin de se fier sur toi un peu, on va avoir besoin de se reposer un peu sur notre gardien de but, puis c'est sûr qu'il va y avoir des moments comme ça dans une série contre le Colorado parce que des fois, ils vont juste t'ensevelir avec leur attaque. Mais c'est ça, tu as besoin d'un gardien qui peut être là pour réaliser quelques gros arrêts ici et là. Puis après ça, tu fais confiance à tes joueurs d'expérience pour ramener l'équipe dans le match. Puis écoute, il y a des gars aussi du côté de Vegas. Brett Howden, hier, marqué son 9e but de série. C'est l'enfer. C'est fou, ça. Brett Howden, là, c'est... Il y a le 4e trio. Ah oui. Puis là, il joue sur le premier. Avec raison. Oui, il l'a mérité aussi. Mais tu sais, ça, c'est certain que c'est une contribution énorme pour Vegas. Il est devancé qu'un seul gars. Il y a juste un seul gars qui en a plus que lui. Ouais. C'est son compagnon de trio, Pavel Dorofeev. Ouais. Fait que, quand même difficile. Non. C'est très, très impressionnant ce qu'on voit présentement de la part de Howden. Écoute, pas du tout un gars sur qui on compte là, nécessairement pour marquer à profusion comme ça. Mais écoute, ça amène l'équipe tellement loin. C'est une contribution vraiment notable de sa part. Puis, écoute, sinon, c'est quand même... Marner aussi connaît des très bonnes séries. On est en train de redécouvrir Mitch Marner vraiment sous un nouveau jour à Vegas. Puis, franchement, c'est une équipe qui est coachée maintenant par John Tortorella. Donc, on sait quel genre de hockey on va avoir un peu aussi. C'est une équipe qui va bloquer des lancers en grand volume aussi. Ça, c'est très, très important. Je pense qu'hier, ils ont bloqué quand même 22 tirs. OK. J'ai regardé un peu les stats du match d'hier. Puis Rasmus Anderson a connu un match incroyable aussi, visiblement. Expected goals était à 1,51. Là, donc, puis loin devant tout autre joueur sur la patinoire. Donc, ça, c'est une autre addition au sein de cette équipe-là qu'on ne peut pas sous-estimer du tout. Ils ont une belle ligne bleue, Vegas. Même Dylan Coghlan, hier, a marqué. Sorti de nulle part. Dylan Coghlan, vraiment. Qui était à Vegas avant, allé en Caroline. Puis là, cette saison, jouait surtout avec les Silver Knights dans la Ligue américaine. Puis il est allé chercher un gros but aussi. Donc, c'est un peu ça, Vegas, présentement. C'est des contributions inattendues qui viennent d'un peu partout. Puis Howden est vraiment celui qui mène la charge là, à ce niveau-là. Mais même en l'absence de Mark Stone, on semble trouver des façons aussi de renouveler la production. Fait que je suis pas nécessairement inquiet du côté. Je pense que la blessure de McCarr était beaucoup plus évidente que la blessure de Stone dans ce match-là. Oui. Ça a paru à 5 contre 5, ça a paru sur l'avantage numérique. Finalement, l'avantage numérique a percé plus tard dans le match, mais quand même, quand McCarr n'est pas là, il n'y a pas le même mouvement, il n'y a pas la même dynamique sur le power play. Puis ce que ça fait aussi, l'absence de McCarr, c'est tellement un défenseur qui est impliqué offensivement, puis comme c'est, tu sais, même à 5 contre 5 aussi, quand tu veux
y aller d'une pression soutenue en territoire ennemi. Tu as besoin que tes défenseurs t'aident. Tu as besoin que tes défenseurs soient actifs à la ligne bleue, qui essaient de garder des rondelles dans le territoire, puis qu'on fasse circuler la rondelle. Puis ça passe toujours par les défenseurs. Puis quand McCarr n'est pas là, il y a juste pas ce réflexe-là, puis cette fougue-là à la ligne bleue. Puis après ça, tu te fies à des gars qui sont peut-être un peu moins à l'aise dans ce rôle-là, comme Devin Tays qui jouait sur l'avantage numérique hier. Puis c'est juste pas la même qualité de joueur dans ce contexte-là. Il y a Brent Burns aussi, mais encore là, c'est juste un joueur tellement dynamique, Cale Makar, puis qui sait, hein, quand il va revenir aussi, c'est tellement impossible d'avoir de l'information crédible aussi en séries éliminatoires. Bednar nous dit qu'il va revenir at some point, fait qu'il va revenir un jour ou l'autre, là, en gros. Moi, je pense que ce sera plus tôt que tard. Je veux dire, je peux pas imaginer qu'il va manquer beaucoup. Il va jouer blessé s'il faut. Ouais, exactement. Tu peux pas remplacer un gars comme Cale Makar. Ouais, puis il a patiné avant l'équipe, je pense. Avant le premier match. So, je m'attends qu'il revienne bientôt, mais dans quelles conditions? Puis, Vegas va chercher le premier match. Le deuxième, je pense que c'est... Blowout. Non, mais autant noter cette victoire-là d'avance là, pour le Colorado. Je peux pas voir qu'ils vont gagner les 2 matchs à l'étranger. Mais si oui, faites attention. Ils ont fait leur job. Ils ont gagné un. Puis c'est déjà très bien. Aller chercher le premier match de la série. Fait que, ça montre au minimum qu'ils sont un adversaire à prendre au sérieux. Vraiment. Dans cette série. Vraiment. Puis ça m'apaise de voir ça du côté de Vegas. Puis parce que mon plus grand point d'interrogation à la base, c'était les blessures et Carter Hart. Puis clairement que même l'absence de Mark Stone n'est pas nécessairement notable. Puis Carter Hart a le 5e meilleur pourcentage d'efficacité des séries à un 920. Et 2e derrière Anderson dans les gardiens qui restent en séries éliminatoires présentement. Difficile de déloger Anderson, mais ça, c'est parce qu'il n'a pas affronté une bonne équipe encore. Ça, c'est ce soir. Et on verra ce qui va se passer. Oui. By the way, le pourcentage d'efficacité des gardiens de la Caroline face aux Canadiens cette saison. Pas fort, hein? Je pense 740 ou quelque chose comme ça. On est un beau gros 3-0 contre les Kings cette saison. Oui. Puis c'était 3... À chaque fois qu'on parle des Kings, je regardais tous les matchs qu'on a affrontés les Kings cette année, malheureusement, mais heureusement. Parce qu'à chaque fois, à part la dégel de genre 7-3... on gagne 3-1, mais on se fait... Les tirs ne sont clairement pas de en notre faveur. L'affaire avec les Canes, c'est une équipe qui tire un peu de n'importe où. Fait que si tu as une performance juste constante, normale d'un gardien, le match peut t'appartenir. Là. C'est sûr que tu affrontes les Flyers et les Sénateurs qui te donnent beaucoup d'espace sur la glace. C'est pas la même chose. Mais j'ai eu un dilemme en préparant ce segment-là dans l'idée que c'est difficile de juger la Caroline en série quand ils ont affronté des équipes comme les Sénateurs puis les Flyers. Pas pour dénigrer cette organisation-là, mais je pense que Montréal est une bonne coche au-dessus. A déjà joué 2 matchs numéro 7 contre les 2e et 3e meilleures équipes dans l'Est cette saison et les a battus. Là, il faut battre le Goliath, qui est la meilleure équipe dans l'Est. Mais c'est une équipe des Hurricanes que tu peux même pas vraiment juger par rapport à leur performance parce qu'on dirait que c'est juste du stat padding. Mais c'est vrai. Comment tu peux juger la performance de Freddie Anderson quand, oui, il y a eu des statistiques incroyables. Contre, honnêtement, Ottawa est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Mais ça fait laver en 4. Ouais. Comme si t'es une bonne, si t'es meilleur, comme si t'es une bonne équipe, mais une coche au-dessus, tu vas au moins chercher un match. Quand tu te fais ramasser en 4, tu peux pas dire que c'est nécessairement une bonne équipe. Peu importe contre qui tu t'affrontes. Tu le vois avec Vegas live, puis l'Avalanche. Je sais que c'est pas la même équipe là, nécessairement, mais l'Avalanche est de loin la meilleure équipe dans la ligue présentement. Puis Vegas a été chercher le premier match et donc au moins une victoire pour cette série-là. Fait que je peux pas vraiment jaser par rapport à ce qui va se passer du côté de la Caroline. Ce que je peux te dire toutefois, c'est que j'ai pas entendu un mot du côté du Canadien. Ça, tu peux en entendre un peu de l'idée où 14 matchs déjà, c'est trop. Ces joueurs-là ont encore de l'énergie et du hockey à donner. Puis ça, c'est juste un signe encourageant. Puis on l'a vu durant les 2 dernières séries. C'est ces 2 séries où
tactiquement, le Canadien a été supérieur. Et chapeau à Martin Saint-Louis pour ça, parce que tu regardes la première série contre le Lightning, c'était une bataille de cerveau entre John Cooper et Martin Saint-Louis. C'était pas une bataille de talent sur la glace, ça l'a jamais été. Ça a été une bataille de comment est-ce que le Canadien va commencer le match, comment est-ce que le Lightning va commencer le match et comment on s'adapte, quel trio va embarquer contre quel trio, qui va être là lorsqu'un autre joueur est sur la glace. Ça a été une bataille tactique, un peu, ça a été une board d'échecs pendant 7 matchs entre ces deux équipes-là. Puis, malheureusement, pour le Lightning, le Canadien a fait un petit échec d'arrière-terrain pour terminer la série avec un bon petit 9 tirs puis une victoire. Là. Ça a été une dégelée. Bon, merci Jacob Debèche. Puis contre Buffalo, ça a été plus l'idée de ce talent contre talent-là. Puis on apporte du grit avec Buffalo où Benson et son trio a malheureusement pour le Canadien un peu dominé le premier trio de Nick Suzuki, Slav et Caulfield et donc l'affrontait toute la série. Mais c'est là où des grands hommes comme Alex Newhook se sont révélés incroyablement importants et ont transporté le Canadien jusqu'en finale de conférence. Comment ça va se passer contre les Hurricanes? Je le sais pas, mais la question que je te pose, Phil, puisque j'ai fini un peu, là, j'en ai assez dit, est-ce que le Star Power de Montréal est suffisant? Parce que quand on compare ces deux équipes-là, on compare souvent les Hudson, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Dobson à des gars comme les superstars du côté de la Caroline. T'as Slavin, Aho, Seth Jarvis pourrait être inclus dans cette conversation-là. Est-ce qu'on met Svechnikov? Je pense pas. Pour moi, ça, même Jarvis, c'est limite. Ouais, non, c'est ça. Comme, pour moi, ça, c'est tous des bons joueurs, mais c'est pas des super vedettes. Comme, je crois pas qu'il y ait de super vedettes sur cette équipe-là, pas dans mon sens du terme, anyway. Même Aho, hein, ouais, OK. Ouais, même Aho. Intéressant. C'est parce que c'est juste pas un gars qui va aller chercher ce gros volume de points-là. La production qui manque. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais sinon, je trouve que c'est un des joueurs les plus complets du circuit. Ça, il n'y a pas de doute. Si on parle d'un joueur vraiment qui a plusieurs attributs à son jeu, je pense que Aho est certainement l'un des meilleurs. Slavin aussi. C'est tous des joueurs dans ce style-là. Comme c'est une équipe qui est à l'image de leur entraîneur aussi. Puis, c'est juste, on dirait que ça se nourrit mutuellement parce que Aho veut jouer ce genre de hockey-là, puis Brind'Amour veut jouer ce genre de hockey-là. Puis c'est comme tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde dans cette équipe-là. Puis je pense que c'est une partie de leur succès aussi. Chaque joueur va mettre la main à la pâte, contribuer de façon différente. Ta question, c'était parce que là, c'est juste dans l'idée où est-ce que le Star Power de Montréal sera l'élément déclencheur de si le Canadien peut remporter cette série-là. Est-ce qu'on doit passer par eux, quand même? Ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas fait face à une équipe non plus au cours de ces séries-là qui a des super vedettes pour moi non plus. Comme les Flyers, comme... Ben écoute, les Sens ont quand même Stützle puis Sanderson. Stützle. Ce serait comme probablement le joueur le plus proche d'une super vedette qu'on a affronté présentement du côté des Canes. Puis c'est souvent ces joueurs-là qui nous font mal. C'est incroyable. La Caroline. Oui, il a été bon aussi. Puis, tu sais, c'est souvent, on dirait, ces joueurs-là qui arrivent à percer la Caroline parce qu'ils n'ont pas de réponse à ça dans leur alignement. Puis, mais du côté du Canadien, on en a de ces joueurs-là. On a Suzuki, on a Caulfield, qui pour moi entre dans cette catégorie. Cela fait comme en voie de devenir ça aussi. Demidov aussi. Demidov. Fait on en a de ces joueurs-là comme des joueurs vraiment de talent puis des gros noms de ce circuit. Mais ils ont pas comme... Je sais pas, on dirait que ce premier trio-là m'inspire pas nécessairement confiance parce que je vois pas de résultats concrets après 2 séries. Comme c'est un trio qui a été assez neutralisé en général. Fait que je me dis, pourquoi ce serait différent contre la Caroline? Ben, ça, à 5 contre 5, je peux comprendre. Ouais, Slav a marqué 7 points en 7 matchs aussi. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de passes. Suzuki, évidemment, 13 points aussi. Mais tu sais, beaucoup de ça vient en avantage numérique. Fait que je comprends l'idée. C'est ça. Puis là, je me dis, OK, fait que si ces joueurs-là vont contribuer, d'après moi, ce sera plus en avantage numérique parce que j'ai rien, malheureusement, j'ai pas de matériel de substance qui me permet de dire que ces joueurs-là vont vraiment faire une différence à 5 contre 5. Donc, je me dis, OK, peut-être que ce sera en avantage numérique, mais là, tu regardes la Caroline, puis ils sont à 95%
d'efficacité en désavantage numérique. En série, c'est abominable. Mais comme... Je sais pas. En même temps, en saison régulière, je pense que le Canadien avait plus de succès en avantage numérique contre la Caroline aussi. Puis tu sais, c'est pas des bons échantillons parce que les Flyers, anyway, c'est pas une bonne équipe d'avantage numérique. Les Sénateurs non plus. Fait que, peut-être que ces joueurs-là vont faire la différence en avantage numérique, mais il va falloir trouver une façon de répondre à ce désavantage numérique-là qui est excellent du côté des Canes. Anderson aussi fait sûrement une différence là-dedans. Puis, tu sais, t'as des gars comme Slavin qui défendent tellement bien aussi à court d'un homme. Fait que je pense que c'est, honnêtement... En regardant l'ensemble de la situation, je me dis que c'est une série qui va se jouer encore une fois à la profondeur. Comme je pense, tu sais, un gars comme Newhook qui joue du super bon hockey présentement, il va encore avoir son mot à dire dans cette série-là. Pour les Canes, c'est la même chose. Comme vraiment quand je pense aux joueurs d'influence, d'impact là, offensivement pour les Canes, c'est dans ces séries éliminatoires, je pense à Taylor Hall, puis je pense à Logan Stankoven, par exemple. Le deuxième trio était phénoménal. Ouais, mais ce trio-là, c'est ça. Stahl, Martinook, Carrier, ça me fait peur. Ça. C'est trois gros bonhommes qui tirent de n'importe où puis qui crashent le net. Ouais. Puis on a vu ce que ça a fait. Premier match contre Buffalo, c'était ça que c'était. C'était juste des gros bonhommes qui étaient directement devant Jakub Dobeš. On s'est fait rincer 5-1 ce match-là. Mais si ça arrive pendant une série, ça fait peur. Même des gars comme Mark Jankowski aussi, comme sur un quatrième, comme c'est super tannant à affronter, honnêtement. 6'5", Mark Jankowski. C'est ça. Fait que, tu sais, t'as beaucoup de ces joueurs-là du côté des Canes, puis je pense honnêtement, c'est une série qui va jouer à la profondeur parce que je pense que les premiers trios respectifs, ça va probablement juste se matcher, ça va finir un peu ex-aequo, puis probablement, honnêtement, on verra pas beaucoup de buts à 5 contre 5 pour un ou l'autre de ces trios-là. C'est parce que ça a été le cas au cours de ces séries, justement. Fait que les unités spéciales sont très importantes, certainement aussi. S'il y a une équipe qui peut se distinguer à ce niveau-là, je pense que j'aime leur chance dans les séries. Je peux pas voir qu'on va marquer. Tu sais, le Canadien a marqué 15 buts en 3 matchs en saison régulière contre les Canes. C'est étonnant. Puis ça, c'est en peu de tir aussi. Je peux pas voir que ça va se répéter, ça. Comme je pense que ce sera une série qui vraiment va être axée sur la défensive. Puis, tu sais, du côté des Canadiens aussi, comme oui, on a Slavin, c'est vraiment comme c'est une suprématie défensive élite. Il était tellement excellent dans ce genre de contexte-là. Puis c'est un joueur qui est vraiment juste une mastodonte défensive. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la défensive du Canadien. Je trouve qu'elle est excellente aussi, franchement. Puis moi, je suis rapide à donner ses fleurs à Matheson, puis à Carrier aussi, puis des gars comme ça. Donc, honnêtement, cette série-là, pour moi, va être intéressante. Je pense, honnêtement, mon impression, c'est que ce soir, les Canadiens vont peut-être manger une claque, comme j'ai l'impression. J'ai aussi cette impression. C'est comme ça que la dernière série contre Buffalo a commencé aussi. Ils revenaient d'un match numéro 7, puis la fatigue émotionnelle, puis la fatigue physique. Fait que je pense que, oui, ces joueurs-là il y a beaucoup de jeunes au sein de cette équipe-là, puis ils sont rapides à se remettre de ça, mais quand même, je pense qu'on va peut-être en avoir plein les bras ce soir un peu. Je me dis, la Caroline est tellement reposée aussi, puis c'est une équipe qui joue bien à la maison. Fait que après ça, ce sera juste de voir à quelle vitesse comme on va montrer de la résilience du côté des Canadiens. Puis je sais qu'on va en montrer parce que c'est juste ça qu'on fait depuis le début des séries. L'équipe a remporté 2 matchs numéro 7. Puis, tu sais, c'est une équipe qui a l'épreuve. Je pense que c'est l'équipe qui est vraiment la plus éprouvée. On dit battle tested en anglais. C'est une équipe éprouvée. On a vu tous les types de situations déjà au cours de ces séries. Puis ça, c'est bon parce que, tu sais, des jeunes qui se nourrissent d'expérience aussi pour le Canadien. Fait que, honnêtement, j'aime le parcours du combattant que cette équipe-là a suivi. Puis je pense que, honnêtement, vu que c'est une équipe jeune, ça fait juste les aider. Si c'était une équipe plus vieille avec des joueurs peut-être qui sont plus susceptibles d'en retenir des séquelles, des blessures, etc. Comme là, ce serait une autre histoire. Mais pour le Canadien, je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. Puis ça va
peut-être leur coûter le premier match, mais après ça, je pense qu'ils vont pouvoir, ils auront des repères, puis très rapidement, ils vont se dire, OK, mais on a perdu le premier match, cette série-là est loin d'être finie. Ça risque d'être une longue série pour moi aussi, comme franchement, je vois pas aucune de ces équipes-là vraiment abattre l'autre là, d'un coup, parce que c'est des équipes qui sont différentes, qui ont des attributs différents, mais très bonnes à leur façon. Les Canes, là, faut juste... Je pense que ça va les aider aussi de commencer cette série-là avec une victoire, s'ils peuvent aller chercher cette première victoire-là, parce que là, présentement, c'est encore le bon vieux discours de « dans l'arbre d'amour, on est 0-12 en finale de conférence ». Ce qui est... C'est fou à dire, mais ils se sont fait balayer par les Bruins puis par les Panthers 2 fois. Fait que puis il y a beaucoup de ces joueurs-là qui en sont très conscients, comme Slavin, comme Aho, comme Freddie Anderson était là aussi. Ouais, mais je pense comme des joueurs qui remontent même à 2019, là, Martinook, Stahl, Svechnikov. Fait qu'il y en a plusieurs qui sont encore à la recherche de leur première victoire en finale de conférence. Il y a beaucoup de joueurs des Canadiens qui en ont plus qu'eux, en fait. True. Fait que, je pense qu'il faut dépasser un peu là, cet obstacle-là. Okay. Puis après ça va nous aider. Comme, ce serait vraiment catastrophique, je pense, pour les Canes de perdre le premier, voire les 2 premiers matchs. Comme là, on reviendrait rapidement à ce discours-là. Fait que je pense que quand même une clé pour eux, ce sera de commencer en force. Puis ils devraient être capables de le faire. Honnêtement, il n'y a pas d'excuse pour le match de ce soir. C'est un match qui devrait être le leur, étant donné la situation du Canadien puis le fait qu'on joue à la maison. Fait que, moi, j'ai hâte de regarder cette série-là. Je pense que ça va être fort intéressant. Absolument. Complètement d'accord avec ça. Bref, le premier match est ce soir pour nous. Vous avez déjà le résultat en espérant pour moi que le Canadien est capable d'aller chercher cette victoire-là, mais je suis du même avis dans l'idée où je serais pas déçu ni surpris de voir les Hurricanes s'envoler avec une avance 1-0 dans cette série-là. On passe maintenant à notre segment Le long de la ligne où on parle bien sûr du Grand Chelem de Roland Garros. Carlos Alcaraz a annoncé qu'il ne ferait pas partie de ce tournoi et donc il y aura un nouveau champion du côté de la terre battue. Phil, est-ce que c'est donc une marche dans le parc pour Jannik Sinner? Jannik Sinner est sur une autre planète carrément. Présentement, c'est absurde. C'est absurde, ces résultats récents. J'ai-tu pas vu que Daniil Medvedev était le seul à y arracher un 7 en 2026? Je pense... Non, pas à ce point-là. Tu penses pas? Pas à ce point-là, parce que... à moins que ce soit comme sur phase dure, peut-être. Okay. Ça serait possible. Mais non, il en a perdu un peu plus que ça. Quand même pas beaucoup, là. Mais je voulais voir aussi... En tout cas, c'est pas important, mais pour vous dire que Jannik Sinner a remporté les 3 Masters 1000 sur Terre. Ce qui, comme, puis c'est même pas sa surface de prédilection. Yeah. Comme, tu sais, c'est un gars de surface dure. Comme, c'est un gars de surface dure. Puis Rome, en plus, c'est tellement un Masters 1000 important. Ouais. Puis ça, c'est un accomplissement qui comme c'est un accomplissement étampé Rafael Nadal. Là. Comme il n'y a personne d'autre qui devrait être comme capable de ça. Comme... J'ai vu ce matin, Nadal a perdu 4 matchs au total à Roland Garros dans sa carrière. Ouais. Ça fait aucun sens. Non, ça, c'est absurde. Sinon, on pourrait s'aligner vers cette même destinée ou pas loin si Carlos Alcaraz se retire à quelques reprises de cet événement. Il a remporté les 5 Masters 1000 cette année aussi, Sinner d'ailleurs. Presque complété le tennis. Il manque ça, puis les Jeux Olympiques. Oui. Et c'est fait. 24 ans. Super. Fait là, au moment où je parle, c'est 29 victoires consécutives, puis dans lesquelles il n'a échappé que 3 manches. Fait que ça veut dire 29 x 2, ça veut dire 58. Comme il est 58, 7 et 3. Voire plus, parce que tu as l'Open d'Australie aussi qui est là-dedans, non? Début d'année? Oui, mais là, je te parle de sa séquence de victoires. Sa séquence de victoires, de 29, sur sa séquence de victoires. Aïe. C'est comme... Je sais même pas comment tu fais pour te motiver
quand tu arrives dans un match contre Yannick Sinner. Comme, il y a tellement rien qui peut le perturber présentement. D'autant plus qu'il va arriver à Roland-Garros affamé parce que dois-je vous rappeler l'année dernière qu'il y avait 3 balles de championnat au cours de ce majeur. Et puis, nul autre que Carlos Alcaraz pour lui montrer la porte de sortie à la toute fin. Fait que, évidemment, ça, c'est pas dans ses jambes cette année. Puis, je pense, honnêtement, comme le seul ennemi de Yannick Sinner, c'est Yannick Sinner. C'est lui-même, ouais. Puis c'est un joueur qui vraiment est très, très solide mentalement aussi. À un si jeune âge, pourtant, il est tellement, tellement solide. Ouais. On l'a vu aussi, il est capable de connaître des épreuves lors d'un match, puis de rester focus, il est un peu en train de développer ce caractère-là de Djokovic, un peu de mentalité de champion. Oui, tu sais, mentalité de champion, puis vraiment forger comme un champion, puis être capable de se dire dans un match comme c'est pas grave si j'échappe quelques jeux, c'est pas grave si je perds une manche même. Des fois, il va y avoir des petites crampes au cours d'un match ou des choses comme ça qui vont te distraire. Mais il est vraiment en train de se forger ce caractère-là de champion. Puis ça, c'est honnêtement, c'est tout. Hein? C'est tout. C'est ça qui compte le plus. Souvent, c'est le psychologique. Et puis, je veux dire, physiquement aussi, il est en pleine forme présentement, ça se voit. Il est en train de développer aussi des très bonnes habitudes sur terre battue aussi. Donc, clairement, un joueur qui est en train de se diversifier sur l'ensemble des surfaces également. Puis, il adapte son jeu en conséquence. Donc, ouais, il y a très peu d'obstacles présentement pour Sinner à l'approche de Roland-Garros. Évidemment, il commence tout en haut du tableau et puis je pense que les obstacles là, vont venir assez tard là, pour Sinner. Ça devrait être assez sens unique là, pour les 5-6 premières rondes. Là, peut-être voir 7 là, rendu là. Fait que, ouais, je pense que franchement, Alcaraz, son absence, ça laisse vraiment Sinner avec une sérieuse priorité là, sur. Si tu me donnes présentement, des fois, ils vont faire ça. Si tu me donnes présentement le field, là, le tableau contre Sinner, je pense que je préfère Sinner là, à 90%. Ouais. Fait que, je suis d'accord. Ouais, c'est remarquable. Remarquable qu'est-ce qu'il est en train de faire Sinner présentement. Je voulais parler aussi des duels pour nos Canadiens. J'allais faire la même chose, les annoncer vite fait. Parce que là, on a vu le tableau qui a été révélé. Auger Aliassime, ça commence raide. Ça sent tellement encore une fois le choke à Auger Aliassime en première ronde des Grands Chelems. En effet. Daniel Altmaier. Ça commence très raide pour la 4e tête de série parce que il affronte Daniel Altmaier. Ça, c'est peut-être pas un nom que vous connaissez tous. Je veux dire, Daniel Altmaier, c'est pas nécessairement un joueur qui a des gros résultats en carrière non plus. Mais il a fait une ronde des 16 l'année dernière à Roland-Garros. Avait battu au premier tour la 4e tête de série, Taylor Fritz. Maintenant, c'est Auger Aliassime qui est dans cette même position, bizarrement. Et c'est un spécialiste de la terre battue, tout simplement. C'est un top 10 killer. C'est un gars que tu veux pas affronter dans les premières rondes. Absolument. Puis vraiment un gars qui est très, très à l'aise sur cette surface-là. Je pense cette semaine, justement, il a battu un gros nom, je pense Shelton, en 2 manches, ou peut-être en 3. En tout cas, il a battu Shelton à Hambourg sur terre, justement. Puis, évidemment, est très confiant sur cette surface-là. Donc, puis, j'ai regardé aussi le face à... C'était Shelton, hein? C'était Shelton. Puis, j'assume qu'il a juste abandonné le tour d'après parce que... Non, en fait, c'est 2 jours passés. Ouais. Fait que c'est pas terminé, ce tour. Non, c'est ça. Puis Roland-Garros commence. Ça va être difficile. Dimanche. Peu de repos.
Mais non, je veux dire, c'est un joueur évidemment très, très tricky là, quand même là, pour Roger Aliassime. Ouais, je suis un peu inquiet à l'approche de ce match-là. Certainement, j'ai regardé aussi leur face-à-face là, en carrière, puis c'est 2 victoires, 2 défaites pour Roger Aliassime, dont une sur terre. OK. Ce qui m'a un peu étonné à Hambourg, justement, l'année dernière. Fait que ça, c'est une bonne chose qu'il a déjà accompli ça là, dans sa carrière. C'est sûr que ça demeure le favori, mais tu sais, c'est Auger Aliassime aussi, ça fait longtemps qu'il s'est retrouvé dans une position comme ça, là, tu sais, quatrième tête de série, oui, Ouais. dans un grand chelem, parce que Alcaraz est absent, il est 5e mondial, mais 4e tête de série. Puis ça te donne donc la priorité du meilleur joueur classé dans un quart de tableau, finalement. Fait que ça, c'est quand même du sérieux. Puis c'est sûr que c'est un avantage. Ça te permet aussi de commencer le tournoi techniquement avec des adversaires qui sont pas nécessairement aussi redoutables. Donc, c'est une opportunité qu'il y a devant lui, mais honnêtement, je vois ça aussi comme un bon test parce que, tu sais, de commencer avec Altmaier, qui est un spécialiste de terre aussi, ça va nous dire tout de suite si sa game est là ou non. On va le savoir très tôt. Puis, s'il peut aller battre ce joueur-là, ça va lui donner quand même une bonne confiance, je pense, pour continuer son tournoi. Fait que, puis, il pourrait rencontrer Sinner en demi-finale. Donc, il y a quand même un certain temps pour souffler là, avant de rencontrer, par exemple, un joueur de la trempe de Yannick Sinner. Mais c'est sûr qu'il va avoir des défis en cours de route pour se rendre là aussi. Auger Aliassime, pour moi, ça a toujours été un joueur qui a techniquement une game qui est adaptée pour la terre. C'est un joueur qui joue bien aussi quand il y a du temps sur le terrain. Puis la terre, justement, c'est une surface qui est un peu plus lente. Hâte de voir ce qu'il peut faire dans ce tournoi-là, mais ça va commencer très tôt avec un gros test. Puis les autres Canadiens, on a Chapeau qui va jouer contre un lucky loser. Ça pourrait être Galarno, bizarrement, si les étoiles s'alignent. Et Diallo, Chapeau est 37e mondial maintenant. Diallo, 48e mondial, qui va jouer contre James Duckworth, l'Australien. Ça, c'est 83e mondial. Pour Diallo, encore aller chercher de l'expérience. Hein. C'est un joueur qui cherche encore à aller chercher plus de résultats en tournoi majeur. Écoute, 48e position mondiale, c'est pas mauvais nécessairement. Il se maintient. On voit qu'il montre au moins qu'il appartient quand même à ce top 50 mondial. Moi, c'est un joueur que je vois facilement dans ce groupe-là. Puis même un joueur qui peut aller encore plus haut, j'ai l'impression. Donc, ça prend des résultats. Ça prend des résultats dans les tournois comme ça. Puis, écoute, contre Duckworth, je pense que Diallo a clairement plus d'armes que son adversaire dans son jeu. Donc, ouais, c'est un match qui peut aller chercher à mettre des points sous sa ceinture. Puis ça, c'est tout ce qu'on demande de la part de Diallo encore. Et côté féminin, on a Mboko. Qui sera 9e raquette de ce tournoi, qui joue contre Bartunkova, qui est une joueuse que je ne connais pas, mais qui récemment a fait un bond de 29 positions dans le classement mondial. Là. Donc, c'est une joueuse une joueuse émergente, visiblement, et qui connaît du succès récemment. Donc, pour Mboko, ce sera peut-être une adversaire surprenante aussi. Et côté féminin, c'est assez ouvert aussi, je pense, franchement. Fait que il y a des opportunités dans ce tableau-là. Et Fernandez qui sera aussi, qui va affronter Alicia Parks. Donc, Fernandez, 24e tête de série, et Alicia Parks qui est 80e mondial. Puis Fernandez, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est quand même une finaliste Grand Chelem jadis. Donc, toujours une joueuse qui est assez tenace aussi. Et elle aussi devrait avoir ses chances là, dans ce tableau-là féminin qui demeure assez ouvert selon moi. Donc, contrairement là
Au côté masculin, là, où Sinner est vraiment suprême, là, je pense que côté féminin, ça peut partir un peu dans plusieurs directions. Absolument. Le tournoi qui va débuter, bien sûr, dimanche pour tous les amateurs de tennis, en souhaitant un meilleur résultat pour nos Canadiens et Canadiennes que ce qu'on a vu l'an dernier, bien évidemment. On sera derrière eux. Le grand test, bien sûr, est dans les mains de Félix Auger-Aliassime, 4e tête de série. Nous, on va chercher Manon pour le segment Tour de piste. Je vous rappelle, c'est le Grand Prix du Canada cette fin de semaine. De retour pour le segment Tour de piste avec Manon qui se joint à nous. Bonjour. Allô. Hey, c'est passé quoi, là? Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de course. Moi et Phil, on est pas les personnes choisies pour jaser de ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. Mais il y a un thème courant cette saison dans la Formule 1 qu'on voit pas vraiment de breaking news. T'sais, c'est souvent juste des écuries qui vont changer leur peinture sur leur voiture. Et Liam Lawson qui est arrivé à Montréal avec un gilet du Canadien. Ça, c'était super. C'est ça. Mais ça va pas changer mes prédictions. Mais... je pense que pas mal vont... Si t'avais le chance d'aller voir une game, ils iraient voir une game. Genre, ils ont l'air comme... en fait, il y a un Français aussi, ça aide. Est-ce que vous avez vu que Macron a reçu son propre... D'Alexandre Texier. Yeah. J'en cherche un, ça fait longtemps. Il n'y en a même pas un. Ici, le Centre Bell nous écoute. Il n'y en a pas d'Alexandre Texier dans votre maudite arena. J'en veux un d'Alexandre Texier. Bref. Demande à Emmanuel Macron, il pourra peut-être donner le je ne parlerai pas à cette personne. Ça va. Ça va, je passe mon tour. Bref, qu'est-ce qu'on a entendu dans les 2 dernières semaines côté F1? Côté F1, parce que juste avant, Mathieu m'a dit, en gros, fais toute la partie. C'est ça. Non, mais clairement, il m'a dit, il y a eu quoi comme développement? Ouais, pour vrai, j'ai pas nécessairement suivi la F1 parce qu'évidemment, je suis tête plongée dans le hockey. Là, moi aussi, un peu en ce moment, pour vrai. Mm-hmm. Malheureusement. Devenu fan. Tu vas aimer mon sporadique. Je suis pas devenue fan. T'es juste ici 10 minutes, puis on veut t'entendre au maximum. Donc ok, vas-y, c'est bon. Ça évitera qu'ils disent des bêtises. On se tait. Non, clairement, j'ai été chercher les informations de qui avait un peu modifié sa voiture, vu qu'on n'est qu'au 5e Grand Prix de la saison, ce qui est assez bizarre parce qu'on a l'impression que ça a commencé il y a si longtemps. Et donc, tout le monde arrive avec des nouveaux packages ou non. Puis j'ai fait une petite liste de des écuries qui sont les plus intéressantes au niveau des packages qui vont arriver à ce Grand Prix-là. Parce qu'après, on part en Europe et donc là, il y en aura encore d'autres. Mais pour faire un point, ceux qui sont le plus intéressants à aller voir, c'est que Mercedes amène son tout premier package cette fin de semaine. Oh wow! Donc ça veut dire que ils ont dominé toute la première partie de saison. Puis Toto Wolff a dit clairement qu'ils ont vu qu'à Miami, tout le monde est en train de les rattraper. Donc c'était le moment propice pour amener des nouvelles choses. En particulier, c'était châssis aérodynamisme, là, si vous voulez savoir exactement ce que c'est. Mais au lieu de parler beaucoup, il a dit on va voir sur la piste si ça fonctionne. Comme techniquement en usine ça fonctionne, maintenant on va voir si à Montréal ça fonctionne. Sur papier, hein? Le fameux sur papier. Sur papier, Aston Martin a la plus belle des voitures, mais on s'entend, hein, c'est complexe. Sinon, au niveau de McLaren, c'est toujours la même chose. Le plus gros package, ils l'ont amené à Miami, puis ils amèneront le reste en Europe. Là. Donc, c'est vraiment plus voir comment tous ces nouveaux éléments qu'ils ont amenés va fonctionner à Montréal. Vu que ça a quand même bien fonctionné à Miami, il faut quand même le dire qu'ils ont fait un double podium dont ils ont gagné la course sprint et personne ne les attendait. Donc, c'est vraiment super cool. Puis, vraiment, les 2 autres écuries qui ont vraiment beaucoup amené de choses, c'est Haas. Même s'ils ont vraiment peur parce qu'ils ont, comme on est en course sprint, ils ont juste une petite marge pour tester leur nouveau package. Mais ils sont quand même dans le viseur de on veut se battre pour un top 10. Je pense qu'ils ont peut-être un peu trop de... ils ont fini dans le top 10 au courant de la saison. Oui, mais ils voudraient se battre pour le top 10, ce qui veut quand même dire qu'ils s'attendent à ce que leur package soit quand même bon, donc on verra ça. Puis sinon, Cadillac, qui arrive avec un nouveau package, parce qu'ils sont quand même très en retard. Ok, où ça? Non, mais voilà. Mais sinon, au niveau de Red Bull, il n'y a rien de trop qui va changer, même si... Même Sabine, là, c'est une 5e position pour Verstappen. Ouais, Verstappen était vraiment poussé, bon. Par exemple, là, oui, mais eux, par exemple, ce sera en Europe qui vont amener de quoi, donc on verra bien. Okay. Alpine non plus a trop rien. Ils vont aussi amener tout ça en Europe. Donc en gros, là, on a quand même des grosses écuries qui arrivent avec des choses, puis d'autres qui attendent les Grands Prix européens pour amener de nouveaux packages. Mais je me dis, McLaren versus Mercedes en fin de semaine, c'est comme nouveau package.
peut-être ça va être le fun, ou peut-être que Mercedes va tout perdre. Ou peut-être que... Qui sera dans le top 3? Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Non, il ne sera pas dans le top 3. C'est le quatrième. Oui, c'est ça, c'est le quatrième. Au pied du podium. Tout près. Mais Max Verstappen sera le troisième. Oh, je pense que c'était les autres premiers. Wow. Oui. OK. Philippe? Et d'ailleurs, il y a... vous avez mis Max tous les deux? Il n'y a pas de Il y a une McLaren. raison pourquoi j'ai mis ceci aujourd'hui, après avoir des mois qui est juste malheureusement... Moi, je pense que vous vivez dans étendu une mon utopie, garde-robe. mais c'est correct. Il finit 5e dans la dernière course. C'est le temps. D'ailleurs, il n'y a pas de McLaren sur ce podium. Oh! Puisque Charles Leclerc sera deuxième. Oh! Wow! Et, Ferrari, wow, OK. On va couronner Kimi Antonelli. Encore une fois? OK, est-ce que c'est une troisième ou une quatrième? Quatrième. C'est Il quatrième. a C'est fait quatrième, 3 c'est ça que d'affilée. je Je Ouais. pensais que ça allait être 3e. Non, il a fait 3 d'affilée. La première course a été remportée par Russell. Ah, c'est la première. Je pensais que c'est la deuxième. Je Non. m'en désole, Russell Philippe. a ce que gagné je- l'Australie. Ben, c'est parce que de ce que j'ai vu, ça lui donnerait accès à un club très select. Oui, de des 4 d'affilée. pilotes. Je pense que c'est 4 pilotes qui l'ont fait. Wow. Bah, pour sûr, je pense que c'est comme un Hamilton était là, Hamilton, Verstappen était là. Verstappen. Puis je pense que j'ai vu Schumacher. Ouais, c'est Sûrement. ça. Je les Comme avais les vus, plus mais- grands. Ouais, comme les meilleurs de l'histoire. là. Puis en passant, Mais c'est sa c'est deuxième sérieux, année. c'est opportune d'écrire l'histoire. C'est fou. Pour Antonelli. Ouais. Mais donc, t'as vu, c'est qui son ingénieur? Son ingénieur, c'est le même ingénieur qu'avait Lewis Hamilton et qui va repartir chez Ferrari pour aller accompagner Lewis Hamilton. Comme ton ingénieur reste en F1 un des personnages les plus importants. Je comprends. Mais c'est quand même 4 de suite. Puis il joint des noms. Tu l'as fous, 20 hein. ans, quoi. C'est ça, il y a 20 ans. Il est plus jeune que tout le monde. Ici, il prend tout le monde qui écoute. Peut-être pas. Il y a peut-être des gens comme 20 ans qui nous écoutent. Bref, OK. T'as-tu dit le numéro 1? J'ai pas compris. T'as dit Antonelli qui a gagné. Oui, Antonelli c'est ça. qui OK, gagne. parfait. Gars, Antonelli, pour moi, sera deuxième. Phil, parce que Verstappen sera troisième. Mais premier, je vais le donner sa première victoire cette saison à notre Australien préféré, Oscar Piastri. OK. Wow. Oui, j'ai mis une McLaren premier. Pour la première fois, je me suis dit c'est assez, mais là, maintenant, on vient de me dire qu'il apporte d'autres choses. Après, voilà. On va se mentir. Mais ça McLaren, se peut que ce soit un désastre aussi. c'est ça, mais McLaren est celui qui m'a le plus surpris au Grand Prix de Miami parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils. Comme, ils ont divisé par plus de 2, genre le nombre de secondes qu'ils ont réussi à rattraper. Et c'est rare que quand t'amènes un package, t'as comme. Ils avaient plus de 1 seconde, voire même 2, là. Comme... Ouais. Norris était à 3 secondes de Kimi. Hein. Il était pas Ouais, loin il était vraiment derrière. pas loin et c'était. Après, le plus gros, je veux dire, fléau pour les Mercedes, c'est leur départ. Là, comme c'est atroce à quel point la voiture ne démarre pas, Mhm. contrairement à une Ferrari qui a un départ incroyable. Mais en course, pour l'instant, Mercedes reste au-dessus. Puis, même en stratégie, il reste au-dessus. Et c'est vraiment comme... J'ai quand même été surprise en regardant la course que les McLaren aient réussi en aussi peu de temps à comprendre la voiture et comment la faire fonctionner. Mais il faut quand même pas oublier que les McLaren ont le même moteur que la Mercedes. Ils ont juste pas l'évolution supplémentaire qui est problématique. Mais lève pas les yeux au ciel. C'est pour l'instant la réglementation, elle est moi, je suis en correct leur avec ça, faveur. autant que c'est pas de la tricherie. C'est pas de la tricherie pour c'est ça. l'instant et ça changera d'ici. Comme ils vont réussir à faire en sorte que ça n'en soit pas là. Ils ont juste été dans. C'est du juridique de la F1. Ils t'expliquent les textes et ils sont là, ils ont été là où il faut. C'est ça. Mais votre top 3 est vraiment intéressant. Parce qu'il diffère du tien et donc. Oui, parce qu'il y a quand même des choses à prendre en compte. Et moi, je suis partie sur un doublé de Mercedes avec Antonelli en premier, Russell en deuxième. Russell, c'est un de ses circuits préférés, donc je vois pas pourquoi il performerait pas. Il a gagné l'année dernière, et ainsi de suite. Puis j'ai mis une McLaren, mais j'ai mis Norris et pas Piastri parce que je trouve que Piastri a perdu, je sais pas, quand même, depuis l'année dernière, il s'est pas remis qu'il a perdu et il est un peu inexistant, que ce soit dans le paddock ou sur la piste. Donc, OK, on lance des flèches dans le paddock, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Comme c'est pas méchant, j'adore. Je préfère. Il est inexistant. Il est inexistant, il se cache et au quand il contraire, gagnera une course, je te garantis qu'il va être là, le petit Oscar. c'est mieux pour monter sur le podium qu'il soit là, effectivement. C'est ça. Fait que, OK, cool, j'aime ça. Vite fait, côté impressionnant, décevant, Phil. Je vais changer mon décevant pour Cadillac parce que je me dis, ils vont. Je trouve... Toi, tu dis Cadillac. Hein? Ouais. OK. Je sais nous, plus en si France, je dois on dire dit Cadillac ou Cadillac maintenant. C'est américain. Je pense pas que les Américains diraient Cadillac.
Ok, c'est Mais il y a deux L I, deux L A, ça fait IA. Voilà. Ok. Je sais pas, moi, on m'a toujours présenté Je Cadillac. vais- Non. Je vais faire 50-50. Je vais dire Cadillac parfois, puis Cadillac. C'est bon. Vous avez sûrement plus raison que moi sur Ouais. ce genre de choses. Mais en tout cas, cette écurie-là est juste nulle, puis leur package va servir à rien. Oui, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils viennent d'arriver. Vous attendiez à quoi? Est-ce qu'ils arrivent avec une voiture incroyable? Aussi, ils viennent incroyable? d'arriver, puis ils sont pas si mauvais. C'est ça. Je suis d'accord avec Philippe. Oui, mais attendez, les gars, ils sont arrivés avec 2 vétérans de la F1. Tu t'attendais à quoi, jure? Fernando Alonso est aussi un vétéran. Oui, mais pas Il est retiré. Et les 2 étaient retirés. Ah. Un pilote de réserve. Ouais, Un pilote de réserve pour tu Mercedes. connais un seul pilote de réserve qui revient en F1 d'habitude? Aucunement. Daniel Ricciardo. Il est revenu en réserve quand? Il est parti? Il était-tu pas avec Red... non, il était pilote de réserve avec... Mais il est revenu avec Red Bull pour genre une course en 2020. Oui, parce que quelqu'un était malade. Wouh, c'est à ça que ça sert, un pilote de Ça réserve. répond à ta question. Mais non! Le pilote de réserve est celui qui va venir si quelqu'un est malade. Russell a été pilote de réserve pour Mercedes, c'est pour ça qu'il a couru pour Mercedes une première fois, alors qu'il faisait partie des plus petits. En parlant de Russell, pilote de savant. Il fait des transitions aujourd'hui, incroyable. Oui, mais Ok. c'est vrai. Pilote impressionnant maintenant. En fait, pilote décevant. Moi, j'ai mis des marques, j'ai pas mis des pilotes. Ok. J'ai mis décevant Ferrari Ouais, j'aurais parce pu dire qu'ils ça sont inexistants. Ouais. Désolée. Je t'adore, Charles, mais à un moment donné, il va falloir conduire une voiture, genre. Oui, c'est ça. Puis mon top, c'est McLaren parce que, comme j'ai dit, Yeah. je les trouve vraiment très impressionnants. Et j'aurais pu mettre un vrai Red Bull parce que eux-mêmes, je trouve, ont fait un travail incroyable. Verstappen, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est lui que a j'ai quand même mis, réussi à... tu sais, comme ils ont divisé par 2, comme eux, ils sont à 0,5. Selon Mhm. ce qu'il a dit en conférence de presse et tout, il s'estime à 0,5, ce qui est quand même un énorme pas en avant. Mhm. Donc voilà, c'était McLaren ou Red Bull. Ouais, je suis d'accord avec le Verstappen qui est aussi mon pilote impressionnant. Mais je pense que Adjar pourrait être vraiment bon si il arrive à finir une course là, mais genre à la dernière course, j'ai trouvé quand même qu'il y a de quoi qui fonctionne avec Adjar, Mhm. que Tsunoda avait pas. oui, premièrement, et deuxièmement, on va pas se mentir, je pense que c'est une des dernières années de Verstappen en F1. Comme il s'intéresse clairement à d'autres choses, puis Mhm. il s'amuse plus sur d'autres trucs. Et je trouve que Adjar aime vraiment beaucoup son univers et fonctionne vraiment bien avec la voiture. Ok. Et comme je dis, quand il finira pas dans le décor, mais ce qui est un peu complexe en ce moment, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une bonne vibe et il est là de bonne façon. Donc je pense que ça va se battre. Si ils arrivent à tous les deux tirer le 100% de la voiture, ils vont se battre ensemble et ça peut être une bonne chose. Ok. Je l'écoute. Ah, tu sais déjà, c'est Nico. Ok. C'est le temps pour c'était notre. vraiment ça? Oui. Il va finir 4e. Oh god. C'est vrai, Segment quatrième. sporadique, Phil. Je vais faire ça vite. Je vais juste célébrer la victoire de la victoire. Parce que faut que je termine. J'ai une question sur ça. Oui, On vas-y. les appelle comment, du coup? La victoire de Montréal. Oui, mais par exemple, les Canadiens, enfin, on dit les Canadiens, genre, donc on les appelle parce qu'on est en Les débat à Habs, la fait que maison. tu veux qu'on fasse les VIX? Bah non, je sais pas, j'ai genre fait... Parce que Destiny a dit les Victoriennes, mais c'est l'époque de Victoria, donc ça ne fonctionne pas. Donc j'étais juste comme, Les est-ce qu'ils ont un Victorieuses, autre... peut-être? Victorieuse? Je Ouais. sais pas. C'était ma question. Victorious aussi, l'émission de jeunesse. Oui, ça c'est vrai, Oui. je l'ai celle-là. Oh. C'est plus jeune que nous alors, quand même. Ouais. Mais voilà, mais Victoria du coup, c'est Justice. juste les victoires, ils ont pas de surnom encore. Ok. Ben, moi, j'aime bien Victorieuse. Fait que je vais lancer ça. Les Victorieuses ont remporté la Coupe Walter. Pourquoi? Il y a- Je comprends pas pourquoi on dit... Quoi? Je comprends pas c'est quoi le... C'est juste les Canadiens, c'est juste les Canadiens. Non, c'est les Glorieux, c'est les Habs. Puis Ils elles ont elles essayaient de d'autres trouver. Ah, trucs. ok. Et nous, on était à la maison, on était juste comme, ok, C'est vrai que on ça a jamais l'appelle été, la victoire ou ça a les jamais- victoires. Comme, est-ce que c'est juste ça? Ben, moi, je dirais la victoire. La victoire, j'aime pas ça. Je trouve ça. Ouais, mais quand on veut parler du groupe au complet, enfin, je sais pas. C'est quand même genre, la victoire. C'est la victoire. Ouais. Je sais pas. On était juste en mode, est-ce qu'ils ont d'autres petits surnoms que Ok, la ok. victoire? Parce que c'est complexe de dire que la victoire a gagné. Comme on dit la victoire, Ouais. victoire. Enfin, trop de victoires. Peut-être que ça viendra, mais comme l'équipe est comme 2 ans de vieux. C'est ça, ouais. Ouais. Ça, on va ben écoute, 2 ans de vieux, une coupe de plus. Et ça termine bien aussi la carrière de Marie-Philippe Poulain. Et pour ça, on peut en être reconnaissant. MVP, la meilleure joueuse
j'allais dire olympique, de hockey sur glace de tous les temps. Marie-Philippe Poulain, écoute, ça c'est pour moi, mais ça a été bien mérité en 4 matchs en plus contre une force comme le Charge d'Ottawa. Un match qui a été pas à sens unique, mais début opportun d'Abby Rock, notamment, qui a complètement chamboulé ce match-là, évidemment. Anne-Renée Desbiens, qui était excellente. Fait que félicitations à la victoire ou les victorieuses de Montréal pour leur conquête de la Coupe Walter, la première de leur franchise et probablement pas la dernière, ça c'en est certain. Moi, je parle de foot, de soccer, si vous voulez. Ah, tu parles de... Ok, je pense que je sais. Ben, t'as vu, fait que de quoi tu Non, parles? non, j'ai juste vu un homme qui est en maillot. C'est la seule chose que j'ai Ok, vu. vas-y, j'écoute. Mais je présume que en maillot de foot. Tu parles-tu de la sélection de Neymar Jr. Sélection brésilienne ou c'est juste l'image qui me trompe? Okay. Non. C'est vraiment l'image qui trompe. Un autre scandale d'espionnage, oui, qui est survenu cette fois dans la Premier League, ou du moins la qualification pour la Premier League. C'est l'équipe de Southampton, et le connaît peut-être pour notamment Kyle Larin, qui est le Canadien qui évolue avec cette équipe. On dit Kyle, hein? Je déteste cet homme. C'est avec un oui, C. on dit Kyle. C'est vraiment bizarre, ça. Mais en tout cas, je juge pas. Kyle Larin, qui, va écoper un peu de ce scandale qui s'est produit. En fait, Southampton, c'était un club qui cherchait à se qualifier parce qu'il y a les 2 premières équipes qui sont automatiquement promues à la Premier League. Puis ça, Southampton, c'est une équipe qui, pendant un bon moment là, cette saison, était exclue même des équipes 3 à 6 qui, elles, ont une chance de se qualifier par un repêchage, doivent s'affronter. Puis le vainqueur, après ça, il y a une 3e équipe qui sera élue en promotion. Et elle a réussi à se rendre donc jusqu'en finale, mais son droit d'y participer a maintenant été révoqué à cause de l'espionnage qui s'est produit en amont. C'est survenu à plus d'une reprise. D'ailleurs, l'équipe a maintenant admis que c'est arrivé 3 fois qu'ils avaient enfreint cette règle d'assister à des entraînements de l'équipe adverse dans les 72 heures qui précèdent un match. Et je sais pas c'est quoi cette culture qui se développe au soccer d'espionnage. Peut-être qu'il y en a plus. Mais ça fonctionne clairement pas. Ils sont tout le temps prendre. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y en a plus aussi puis qu'on n'est pas au courant. Mais oui, ont été démasqués et donc ne participeront. Mais comment ils ont été démasqués? Je ne sais pas exactement comment ils ont été démasqués. Je sais qu'il y a un journaliste. Le Canada, c'était obvious, là, tu vois? Ah oui, t'as un drone qui flotte par-dessus. Exactement. Est-ce que c'est aussi ça ou c'est juste quelqu'un dans l'équipe qui a dit de quoi? Puis, je sais pas, mais l'équipe a admis ses torts, c'est ce que je peux te dire. Bonne chose. Mais je sais pas exactement dans quel contexte ils ont été démasqués. Mais oui, c'est donc Middlesbrough qui va prendre la place de Southampton dans cette finale. Puis pour Kyle Larin, la conséquence, en fait, c'est qu'il va perdre 6 millions de dollars à son contrat parce que si l'équipe était promue en Premier League, il y avait comme une clause bonus pour lui. Donc, oui, parce que là, présentement, c'est un prêt, mais il serait devenu un achat de l'équipe. Ouais, OK. Donc, va rater sur ça à cause des agissements de son équipe. Il y avait... j'ai pas lu tout ce qui avait été écrit là, sur le sujet, mais je pense qu'il y avait une histoire de... stagiaire dans un buisson ou quelque chose comme ça. Là-dessus. En plus, on envoie le stagiaire, même pas un membre de l'équipe. Faut aller vous renseigner d'avant. Imagine c'est écrit. Je l'appelle pas, c'est correct, je déteste. Imagine son contrat de travail, il y a écrit comme se cacher dans un buisson, c'est toute tâche connexe. C'est atroce, là, le pauvre. c'est grave. Mais bon, ça c'est. Rapport de stage à son école, je me suis cachée dans un buisson. Pour espionner une équipe. C'est ce qu'on appelle l'école buissonnière. Oh God. Hey, c'est toi de la semaine. Faut qu'on enchaîne. Moi, je fais un spécial victorieuse. Abby Rock, but gagnant d'hier en désavantage numérique. MVP, Marie-Philippe Poulain, 2e étoile. Puis évidemment, la victoire complète qui sera première étoile. Même félicitations. Pas Neymar qui est qualifié. Genre. Non. De base, cette vidéo-là fait tellement pas de sens. Comment tu réagis
réagis comme ça quand t'es le meilleur joueur brésilien depuis l'an 1998? Parce qu'il n'a pas été sélectionné depuis 3 ans. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Oui, mais... Alors, il choisit de ne pas être là. C'est pas parce qu'il peut pas. Oui, mais quand même, genre, t'as pas été sélectionné depuis très longtemps en équipe nationale, tu t'attends pas à être qualifié et qu'on t'appelle. Est-ce que c'est un des meilleurs joueurs brésiliens? Oui, 100%. Mais on se rappelle que ça suffit. Il suffit d'un tacle à la cheville et Neymar est pas là pendant 6 mois. Et il faut pas oublier les chevilles des autres lorsque Neymar a le ballon au pied. Mais ça, c'est un autre Oui, mais il faudrait qu'il ait le ballon au pied, tu vois. Il va l'avoir. Là qui est sélectionné, il va l'avoir. Ouais. Phil, 3 étoiles? Ouais, moi aussi, j'ai un MVP sur la liste, mais c'est Gabe Smith. Ouais, fair enough. Parce que, c'est assez rare qu'on peut avoir ce titre d'attribué joueur étoile des séries éliminatoires, joueur le plus important plutôt en perdant, tout en perdant, cause perdante. Donc, Gabe Smith qui a réussi cet exploit, puis c'était mérité aussi là, avec c'est 30 points. 33. C'est 33 points, genre. C'est 19 buts, ouais. Ouais, énorme. Gabe Smith qui, au moins d'un point de vue personnel, là, va beaucoup s'aider éventuellement dans une carrière pro qui semble de plus en plus prometteuse pour lui. Et mon deuxième, c'est Yannick Sinner parce que je trouve que c'est phénoménal ce qu'il accomplit présentement, de remporter les 3 Masters 1000 sur Terre. Puis sur une surface qui n'est pas la sienne non plus. Comme, c'est un accomplissement que je juge réservé à Rafael Nadal, puis pourtant Sinner est tout aussi capable de le faire, vient de nous le démontrer. Donc, chapeau à lui pour ses 29 victoires consécutives, seulement 3 manches perdues. Incroyable. Puis, j'ai décidé de couronner Alex Newhook cette semaine parce que... wow! Come get your duds in order, cause we're bound to cross the waters. Heave away, baby. But victorieux dans un match numéro 7, c'est toujours spécial. C'est pas beaucoup de joueurs qui peuvent se dire... se vanter de cet accomplissement-là dans leur carrière. Et Alex Newhook en fait partie maintenant et connaît des séries vraiment presque impeccables de son côté. Donc, c'est atroce de marquer et de ne pas pouvoir crier. Parce que nous, il y a des gens qui dormaient chez nous, dans une de nos colocs. Voilà. Et quand il y a eu le but... Parce que franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on mette un but, là, mais je vais pas mentir, c'est complexe. Et là, quand on l'a mis, il y a genre eu un... Mais genre, il n'y a pas de bruit qui sort de ta bouche parce que tu ne veux pas réveiller le quartier au complet. Mais par exemple, nos voisins le regardaient puis eux ont beaucoup crié. C'était... Mais on tu le caches avec les voisins. Tu dis que c'est les voisins... Non, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est le voisin de la maison d'en face. On verra ce soir si tu auras cette même énergie-là. D'habitude, on perd le premier match. Moi, je m'attends à ce qu'on perde. On se fait laver. Oui, voilà. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Pour l'instant, j'ai à peu près eu raison. À chaque fois, on perd, on gagne. Pour l'instant, c'est presque juste ça que ça a été. On a eu une séquence de 2 matchs où on a gagné 2. Oui, il valait mieux parce que si on continuait comme ça, on perdait la dernière. Voilà. J'avais vu les statistiques de Dobèche après une défaite. C'est invaincu, hein? Il est invaincu, le Jacob, après une défaite. Mais les Canadiens... Je suis pas mal sûr qu'il est invaincu, mais on ira vérifier après. Mais les Canadiens ont quand même pas perdu de match de suite depuis comme février, un truc comme ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils gagnent pas 2 matchs de suite très souvent. C'est une bonne chose si tu gagnes le premier match. Si tu perds le premier, c'est un peu plus difficile. Ouais, mais moi, je suis quand même... on va voir la beauté des séries, c'est que tu as juste besoin d'en gagner un de plus que C'est ça. Merci, Philippe. Ouais, mais ils se mettent des épines dans le pied tout seuls, tu vois. Comme, ça, c'est la partie la plus frustrante, je trouve. C'est qu'il y a des moments où je me dis, ok, c'est bon, quand même, on maîtrise, puis 5 minutes plus tard, on ne maîtrise plus rien, puis il y a 2 buts qui sont rentrés. La jeunesse. Il faut plus d'expérience. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Oui, l'épisode de Jackson Time. Je pensais que tu l'as oublié. Je pense tout le temps que je l'ai oublié. C'est bon. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous ces épisodes côté audio sur Apple Podcasts et Spotify, bien sûr, sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV. On se voit la semaine prochaine et sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.